souci de décrisper le climat politique, le ministre de la Justice a annoncé la libération de 4 membres de la Loucha E1 de Filimbi. Il a signifié que le prisonnier annoncé libre de la semaine dernière devront sortir à partir de ce week-end. Les travaux du comité préparatoire se clôturent ce week-end. Ce comité a été élargi. L'opposition républicaine, l'opposition citoyenne et la nouvelle classe politique et sociale ont rejoint Béatrice Hôtel. Vital Kamere, Mwenze Kongolo, José Makila ont été exclus de la dynamique de l'opposition. Il leur est reproché de s'être écartés de la ligne du rassemblement et surtout le fait de participer aux travaux du comité préparatoire du dialogue. Nous avons comme invité l'honorable Jolino Makelele. Il est député provincial élu de Ndjili et porte-parole de l'UNC. C'est un réel plaisir pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective qui reçoit le député provincial Jolino Makelele, élu de Ndjili et porte-parole de l'UNC. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre invitation, madame. D'abord, l'actualité, les acteurs politiques présents au 5e jour de travaux du comité préparatoire, dont Maître Azarias Rouberoy, président du RCD, Jean-Lucien Boussa du Front des démocrates et chez Okitundu, membre de la MP, ont réagi par rapport à cette journée. Ces derniers ont révélé que le travail a été bien fait avec sérénité et que toutes les divergences ont été maîtrisées pour la bonne tenue du dialogue. Ils sont au micro de Rivaïla Ngampia. Nous avons travaillé, certes, en toute sérénité. C'est vrai que les questions des fonds ont été abordées, mais nous avons travaillé dans un esprit de responsabilité, mais en toute conscience. Et ce travail est fini aujourd'hui. Demain, nous pourrions être appelés pour que nous approuvions les documents finaux et les signer par toutes les parties. Aujourd'hui, nous avons traité de la manière dont le dialogue sera structuré. Il y a 4 organes principaux. C'est d'abord l'Assemblée plénière, le facilitateur, le bureau, qui sera composé d'une confédération, un représentant de l'opposition, un représentant de la majorité, et la société civile va servir de rapporteur. Et enfin, nous avons prévu des commissions thématiques. C'est ce qui a été abordé. Mais ce qui est très important justement, c'est la question de l'accommodation. Parce que nous voulons effectivement que les parties prenantes soient à égalité, opposition et majorité, et la société servant de rapporteur. Donc, lorsque nous avons parlé des principes directeurs de démocratie, on a énuméré les contenus et l'alternance est l'un des points bien sûr qui sont prévus. C'est demain que la séance de clôture va avoir lieu. Ça aura été un exploit parce que c'est finalement en 3 jours que les travaux se seront déroulés et clôturés. L'ambiance est bonne. Bien sûr, il y a des points par moment où les divergences sont assez claires, mais la magie ou la sagesse aura prouvé que les participants ont dû trouver chaque fois des solutions idoines à chaque divergence. Donc ça donne un bon signe et un bon prélude pour le dialogue. Et les travaux préparatoires en vue du dialogue ont débuté le mardi 23 août sans la participation d'une frange de l'opposition. Le facilitateur Edem Kodjo a fait savoir dans son mot d'ouverture que l'opportunité a été laissée à tous ceux qui veulent encore
participer à ces assises. Il a dit que les portes sont grandement ouvertes pour les accueillir. Compte rendu avec Nathalie Sekabourodi Soussi Mourabiye. Les travaux du comité préparatoire pour le dialogue national et inclusif ont démarré ce mardi. Le délégué mandaté par les organisations politiques, à savoir la majorité et une frange de l'opposition et la société civile, ont pris part à ces assises. Dans son allocution d'ouverture, le facilitateur a souligné que le comité préparatoire a pour objectif principal de préparer les aspects normatifs, matériels, logistiques du dialogue national. Il n'a pas pour vocation de traiter les questions de fond. Il reviendra à l'instance même du dialogue de débattre de cette question et de prendre les décisions qui constitueront la base consensuelle de l'exercice du pouvoir en RDC, a-t-il conclu. Juste après le mot de Demkodjo, les délégués de la société civile centriste ont manifesté leur mécontentement. Pour eux, ils ne sont pas représentatifs dans ces assises. Ils récusent ceux-là qui sont sur la liste. Nous récusons la liste de Den Kodjo parce que lui n'est qu'un facilitateur. Il a pris la liste des membres de son cabinet, qu'il a changé, il les a reconduits. Lui, nous récusons cette liste maintenant. Nous demandons aux membres civils qu'ils viennent parce que nous devons faire une déclaration maintenant, s'il vous plaît. Ces travaux préparatoires prendront fin le 27 août prochain avec les recommandations qui serviront de base dans une large mesure aux travaux du dialogue proprement dit. Restons dans ce même cadre après la cérémonie d'ouverture de travaux du comité préparatoire lancé par le facilitateur du dialogue politique en RDC, les acteurs politiques dont Azarias Rouberois, Lambert Mende, Geneviève Inagosi, Sami Badibanga et autres ont loué le début de ces travaux qui ont pour but de baliser la voie du dialogue en République démocratique du Congo. Nathalie Sekabourodi-Sou et Ephraim Makouba. La cérémonie du lancement officiel de la première étape du processus du dialogue inclusif en RDC à travers le travaux du comité préparatoire a été saluée par différents délégués à ce forum. Pour eux, cela permettra de baliser le chemin pour le dialogue national. Le RCD a toujours cru dans les vertus du dialogue. Maintenant qu'il est ouvert, nous croyons qu'il va aider à trouver des solutions. En même temps que je supplie le pouvoir d'examiner les conditions posées par une partie de l'opposition qui n'est pas dans la salle pour que les chefs de demande qui ne sont pas encore rencontrés trouvent également des solutions de sorte que ce soit véritablement un dialogue inclusif. Le facilitateur vient de laisser la porte ouverte à ceux de nos compatriotes qui hésiteraient encore à franchir le pas de la recherche du consensus. C'est un signe de sagesse qui montre qu'il a bien mérité la charge de faciliter cette recherche du consensus entre Congolais parce que ce n'est pas une chose facile. Que les Congolais et les Congolaises sont capables de transcender leurs divergences quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous nous retrouverons au dialogue pour parler de l'avenir de notre pays et surtout pour ce qui nous tient à cœur, l'organisation des élections apaisées. Dès le départ de ces discussions, nous allons mettre sur la table les exigences et les préalables posés par l'opposition afin de pouvoir trouver une solution pour qu'on puisse avancer. Parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est l'ancrage de la RDC dans la démocratie. Et c'est ce que le président de la République, Joseph Kabila, a demandé en convoquant ce forum. Donc c'est ça qui est le plus important. Le dialogue dans notre pays, c'est même dans notre coutume. Je ramène tous les Congolais dans l'histoire de notre pays. Nous sommes en 1960. Bolikango, extrémiste, unitariste. Kassavubu, modéré, fédéraliste. Lumumba, modéré, unitariste. Ils se sont retrouvés dans la course. Mais les gens ont jaugé, après analyse, ils ont compris qu'il fallait prendre le modéré. C'est alors que Bolikango n'est jamais revenu, même comme bourgmestre dans ce pays.
Comme vous le savez, le go des travaux du comité préparatoire en vue du dialogue a été donné par le facilitateur Edem Kodjo. Mais que pensent les Quinois par rapport à ces assises qui débutent sans la participation du rassemblement? Suivez donc ce reportage de Julie Melia Malunda Maboba, Mimi Lukana Kimpavita et Christian Mayaoula. C'est depuis le mardi 23 août dernier que le go des travaux du comité préparatoire en vue du dialogue inclusif et national en RDC a été donné par Edem Kodjo. À Kinshasa, le doute persiste encore dans le chef de la population quant à la bonne tenue de ces assises suite à la non-participation de certains ténors de l'opposition. Le dialogue n'est pas mal, mais c'est quoi la base? Les têtes de l'opposition ne sont pas dedans, donc il y a blocage. D'autres fustigent le comportement de certains acteurs politiques qui signent leur participation à ce forum au nom du partage du pouvoir. Il n'y a pas la bonne volonté. Tout chacun travaille pour son intérêt. De chercher l'intérêt de la population. Il cherche l'intérêt personnel. En vue d'obtenir la présence des uns et des autres, certains Quinois suggèrent, de la part du gouvernement, la multiplication des mesures de décrispation politique, notamment la libération d'autres prisonniers politiques demandés par l'opposition. Prisonniers demandés par le rassemblement ne sont pas libérés. Chaque jeu qui ne respecte pas les règles n'aboutit à rien. Et réunie en séance extraordinaire le mercredi 24 août, la dynamique de l'opposition a pris acte de l'auto-exclusion des partis politiques ci-après. L'UNC de Vital Kamerhe, CRP de Fidel Tingomaï, ATD de José Makila et PK de Mwenze Congolais du fait de leur participation au lancement de travaux du comité préparatoire du dialogue, ceci en violation de l'esprit et de la lettre du contrat de confiance de la dynamique de l'opposition. Reportage signé Patrick Moukadi Chamboui. Il y a du rififi au sein de l'opposition RD congolaise en cette période très tendue autour de la tenue des travaux du comité préparatoire du dialogue. 48 heures seulement après l'ouverture des 10 travaux par les facilitateurs de l'Union africaine Edem Kodjo, bien des têtes de l'opposition et non des moindres sont tombées sans une autre forme de procès. Ainsi, le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, celui de l'Alliance des travailleurs congolais pour le développement, José Makila, et Mwenze Congolo du parti des kabylistes sont respectivement exclus de leurs plateformes respectives pour avoir pris part active à la cérémonie d'ouverture du comité des travaux préparatoires du dialogue. Il est reproché à ces trois leaders d'évacuer à contre-courant contre la ligne de conduite du rassemblement. Toutes ces plateformes de l'opposition ne reconnaissent pas avoir mandaté personne ni un groupe de personnes ou membres pour participer aux travaux préparatoires du dialogue qui conduit Edem Kodjo, du reste récusé par une bonne frange de l'opposition. Un autre cas qui défraie le débat dans l'opposition, c'est le cas Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et alliés, qui n'a pas été non plus mandaté ni par son parti, ni par ses collègues parlementaires de l'opposition, même si celui-ci se justifie qu'il veut combattre le système Kabila, même dans le comité préparatoire des travaux du dialogue. Pour se justifier davantage, dans son interview accordée à un journal de la place, Sami Badibanga dit ne pas trahir ni l'opposition ni Étienne Tshisekedi et qu'il restait de cœur avec l'opposition. Dans les milieux de l'opposition, on croit savoir que ces exclusions serviront de leçon à toutes les tops et vagabonds politiques qui changent de position comme on changerait de vêtements. À bon entendeur, salut. Et sur ce plateau, nous l'avons dit dans le titre, nous avons comme invité l'honorable Jolino Makelele. Il est député provincial élu de Ndjili et porte-parole de l'UNC. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Merci madame pour l'invitation, cela fait un bon moment. Voilà, et vous avez suivi le reportage de Patrick Moukadi tantôt. Votre parti, l'UNC, représenté au comité préparatoire du dialogue pour la dynamique de l'opposition
La plateforme dont vous êtes membre, l'UNC, a tout simplement trahi. Vous êtes exclu de la dynamique de l'opposition. Réaction. Oui, madame, cette histoire prêterait plutôt à rire si elle n'était pas sérieuse. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une décision prise par un groupe de membres de la dynamique, représentant à peine sur le plan parlementaire moins de 10 députés, et qui viennent d'exclure des responsables représentant plus de 50 députés. Quand vous voyez le groupe parlementaire UNC Allié, vous voyez le groupe parlementaire des libéraux, vous voyez le groupe parlementaire MLC, vous voyez les personnes indépendantes qui sont exclues par ailleurs, ça fait beaucoup de monde. Et ce n'est pas le moment de jouer avec, j'allais presque dire, l'avenir des Congolais. On nous dit, ils ont posé un acte qui doit être considéré comme aboutissant à leur auto-exclusion. Parce qu'ils auraient violé la charte et qui unit les participants, les membres de la dynamique. Mais lorsqu'on leur demande, est-ce que vous et nous avions-nous plaidé jusque-là pour qu'il y ait un dialogue en République démocratique du Congo conforme aux instruments juridiques internationaux, notamment l'accord cadre d'Addis Abeba, en son temps la résolution 2098 et maintenant la résolution 2277. Avions-nous plaidé pour ça, oui ou non? La réponse est oui. Et maintenant que cette opportunité vient de se présenter, j'y reviendrai pour expliquer la position de l'UNC par la suite. Maintenant que cette opportunité vient de se présenter et que nous avons estimé que nous devons y aller, nous avons compris que certains, instrumentalisés par qui l'on sait, qui instrumentalisent à la fois le rassemblement et la dynamique de l'opposition, nous pensons que ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer un regroupement aussi important. Et à supposer même que cela fut avéré, que nous ayons pris un mauvais chemin, parce que je viens de le dire ici, nous avons tous milité au sein de la dynamique pour un dialogue, pour le refus du dialogue du président Kabila et pour le dialogue conforme aux instruments juridiques internationaux, à savoir l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098 du Conseil de sécurité et maintenant la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Nous sommes tous d'accord pour ça. Maintenant, pour y aller, si, j'ai dit tout à l'heure, si certains sont instrumentalisés pour conditionner leur participation à, je ne sais pas, la présence de tel ou tel, libre à eux. Mais nous estimons que nous devrions prendre nos responsabilités. Et au surplus, à supposer même, comme je viens de le dire ici, qu'il y ait matière à violation de la charte, mais madame, lorsque vous appréhendez un cas de déviation de la part d'un de vos membres, qu'est-ce que vous faites? Il y a un principe dit en droit, le principe du contradictoire. Appelez la personne à qui vous reprochez certaines choses à venir s'expliquer. On ne le fait pas. Et donc, vous estimez que vous devez répondre à des injonctions qui vous ont été données quelque part pour affaiblir l'opposition et surtout affaiblir un des leaders. Est-ce que l'UNC se considère comme membre de la dynamique? Nous nous considérons toujours comme membres de la dynamique parce que nous sommes membres cofondateurs et nous apportons les gros des troupes, madame. Le gros, l'UNC à elle tout seul, c'est 18 députés. Et le MLC, ça fait 22 députés. Les autres de Mboussa Nyamouissi, de Pai Pai, de nos amis disons, de la province orientale, où il y a une grande assise là-bas, ça fait à peu près 4-5 députés. Donc au total, pas de 50. Et qui exclut ces 50 députés? Je ne serais pas méchant jusqu'à dire que c'est un conglomérat, mais un groupe de près de 8 députés, un groupe représentant près de 8 députés qui se permettent, et au surplus, dans cette dynamique, nous nous retrouvons, tout comme dans le rassemblement d'ailleurs, avec les gens qui nous ont combattus. Et pendant que nous nous battions, nous avions, rappelez-vous, moi j'avais attrapé un projectile au dos en 2015, et ce sont ceux-là qui veulent se permettre. Aujourd'hui, madame, le train du dialogue est en marche. Et ce n'est pas le dialogue du président Kabila. À ceux qui voudraient en douter, j'ai un document simple,
simple comme bonjour. Voici le communiqué du facilitateur. Qu'est-ce qui est écrit? Le facilitateur dit, le facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue politique national inclusif congolais convie tous les acteurs qui ont été mandatés par les organisations politiques et la société civile, parties prenantes au dialogue, à prendre part aux travaux du comité préparatoire le mardi 23 août 2016 à 10h dans la grande salle de réunion de l'hôtel Béatrice à Kinshasa pour le début des travaux. Ce n'est pas le président Kabila, s'il vous plaît, ce n'est pas le président Kabila qui convoque ça. C'est bien le facilitateur. Il en sera de même pour le dialogue. Et d'ailleurs, si vous aviez des doutes là-dessus, la résolution 2277 a tout annulé, annihilé en ce qui concerne l'ordonnance du président. Puisque là, dans l'ordonnance du président, il n'était pas question du facilitateur. Nous, de l'opposition, nous nous sommes battus pour qu'il y ait ces facilitateurs. Il n'y avait pas question d'un groupe de soutien, d'un panel. L'ordonnance n'a plus d'effet. Non, plus d'effet. Alors, donc, à partir de là, qu'est-ce qui nous reste? Des préalables, notamment la libération de certains prisonniers, la libération, la rouverture de certains médias. Mais nous, puisque les choses vont en lenteur, nous ne pouvons pas donner un délai supplémentaire au pouvoir kabiliste, qui tient à ce que le dialogue, qui a tenu à ce que le dialogue soit retardé au maximum pour qu'on arrive à l'échéance du 19 décembre et qu'ils nous disent, voilà, nous sommes tous dans l'illégalité. Aidez-nous à comprendre, Jolino Makelele. Nous savons tous que l'UNC n'était pas partie prenante aux assises de Genval, mais vous avez quand même soutenu les résolutions du rassemblement et nous connaissons la position du rassemblement aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, vous êtes écarté du rassemblement? Il y a de ceux-là qui disent c'est parce que l'on a promis la primature à Vital Kamerhe. La primature à Vital Kamerhe, c'est de longue date qu'on la lui avait promise. Mais il l'a jamais accepté. Je vous donne maintenant, je vous fais des confidences. Vital Kamerhe a été sollicité à plusieurs reprises. Il n'a jamais voulu travailler avec le président Kabila. Mais Kodjo a facilité le mariage entre Kabila et Vital Kamerhe. Pas du tout. Il s'agit maintenant d'une participation raisonnable, c'est-à-dire dans l'intérêt du Congo. Je veux quand même tordre le cou à cette intoxication, parce que c'en est une. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut quand même qu'on comprenne la position de l'UNC, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez, suivez-moi attentivement. L'UNC n'a pas changé de position par rapport au dialogue. Je veux m'expliquer. Depuis 2012, en janvier, en février, Vital Kamerhe, accompagné de Félix Tshisekedi, a pris son bâton de pèlerin pour aller à l'Union africaine, demander qu'il y ait un dialogue parce que les résultats de 2011 n'étaient pas conformes à la réalité. Vital Kamerhe a fait des plans de sortie de crise pour résoudre le problème du Congolais, passant par un dialogue entre Congolais. Le président Kabila n'en a pas voulu jusqu'à la chute de Goma, où le M23 s'étant montré un peu plus fort, où on avait besoin de la communauté internationale. On est allé à Addis Abeba. Addis Abeba, on a fait l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba, adoubé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité. À partir de là, le point 14b de cette résolution 2098 stipulait qu'il était donné mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo de, j'ouvre les guillemets, promouvoir un dialogue entre les Congolais en vue notamment d'arriver à des élections crédibles, paisibles et transparentes pour les élections présidentielles, législatives et locales. Madame, lorsque M. Kobler a commencé son exercice à recevoir les gens de la majorité de l'opposition, il a été rabroué. Rappelez-vous les commentaires acerbes de certains ministres que vous connaissez qui ont parlé de souveraineté, et les ambassadeurs ont été convoqués par le président de la République pour leur dire qu'ils n'ont pas à s'ingérer dans nos affaires. À partir de là, le président Kabila et sa majorité ont fait ce qu'ils ont appelé, eux, le dialogue, c'est-à-dire les concertations. Est-ce que vous avez vu l'UNC là-bas? L'UNC a dit non au dialogue tel que convoqué par le président de la République. Nous sommes restés tout seuls, presque orphelins. Tout le monde nous a quittés. Madame, après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons créé la coalition pour le vrai dialogue, c'est-à-dire conforme aux accords internationaux et aux instruments juridiques internationaux. Nous n'avons toujours pas été suivis. Et quand, après les concertations, le président Kabila s'est ravisé, a constaté que ces concertations avaient accouché d'une souris et qu'il voulait maintenant, sous la pression populaire, notamment les événements de 2015 et
initié entre autres par Vital Kamerhe dans son appel sur RFI pour que le peuple congolais se lève, alors que d'autres de l'opposition avaient dit qu'ils n'étaient pas concernés par ce mouvement de janvier 2015. Vital Kamerhe avait pris son courage et donc on est arrivé à ça. Et le pouvoir a fini par convoquer un dialogue, mais tant que c'était un dialogue sans garantie internationale, quelle était la position de l'UNC? Si vous êtes journaliste, madame, dites-le aux téléspectateurs. La position de l'UNC, c'était on ne participera pas à ce dialogue-là du président Kabila. Et nous sommes restés constants. Alors à partir du moment où la pression populaire est devenue forte, la communauté internationale s'y est mise en manière telle qu'on a pu obtenir finalement ce que nous demandions, la désignation d'un facilitateur. Et même nous, avec le président Tshisekedi et les autres, nous avons obtenu que ce facilitateur soit encadré par un panel des responsables représentants l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, les SADC, etc. Et nous avons dit, c'est assez pour qu'on y aille. Parce que récuser Kodjo, c'est en d'autres termes injurier tous les ambassadeurs ou tous les représentants des pays qui travaillent avec lui. Ça veut dire ce seraient des bénis oui-oui. Et nous, par ailleurs, nous avons rencontré Kodjo, mais nous l'avons rencontré avec le panel. Nous ne l'avons pas rencontré en cachette ou de manière cavalière, non. Et donc, tout ce qu'on nous reproche, c'est parce que nous sommes constants. La constance de l'UNC, elle est là. C'est-à-dire, à partir du moment où, en février 2011, nous avons sollicité un dialogue parrainé par la communauté internationale à travers la démarche de Vital Kamerhe à Addis Abeba, à travers la création de la coalition pour le vrai dialogue consécutif aux concertations. Nous sommes donc contents, nous de l'UNC, de constater que le président Kabila et sa majorité ont plié. On n'a pas promis une primature à Vital Kamerhe. Il n'y en a pas et ça ne se passe pas comme ça. Et nous n'en voulons pas. Tel que nous sommes là, nous violerons la Constitution si nous devrions y aller maintenant avant la fin du mandat du président. Mais quel est l'objectif que vous poursuivez en allant au dialogue? Ce n'est pas le partage du pouvoir. Non, l'objectif c'est faire respecter la Constitution et avoir des élections qui respectent la Constitution. Et en cela, madame, la résolution 2277 est claire. On a dit l'importance d'un dialogue véritable pour que les élections présidentielles et législatives soient pacifiques, crédibles et conformes à la Constitution. C'est ça qui gênait le président Kabila et sa majorité. Permettez-moi de revenir... Nous ne pouvons pas reculer. Sur le débat de la feuille de route du dialogue tel que discuté dans le comité préparatoire, au point 3, toutes les parties prenantes se sont mis d'accord sur la nécessité d'un accord politique et le mécanisme de sa mise en œuvre. Ce sujet traitera aussi du point relatif à la continuité de l'État au cas où l'élection présidentielle ne se tiendra pas dans le délai constitutionnel. Qu'est-ce que vous faites du délai constitutionnel, l'UNC? Madame, nous avons dit que les élections doivent respecter les échéances constitutionnelles. En l'occurrence, le scrutin présidentiel doit être convoqué plus tard le 20 septembre. Et la fin du mandat du président de la République, pour nous, c'est le 19 décembre 2016. Nous sommes dans cette logique-là. Il appartient au sein de l'instance dialogue qu'il soit démontré pièce par pièce, argument contre argument, que cela ne sera pas possible. Parce que nous y allons en croyant que c'est encore possible. Et pour cela, nous bénéficierons de l'expertise des gens de l'OIF qui sont là et qui auront à affronter notamment les gens de la CNI. Mais lorsque l'UNC... des gens de la CNI. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tous, au nom de la vérité, nous constaterons si oui ou non les élections devaient se tenir, parce que nous, on tient à ce qu'elles se tiennent au mois de décembre. Mais ça ne nous empêchera pas d'établir les responsabilités sur cette histoire, parce que nous savons que le pouvoir a tout fait pour que ces élections ne soient pas organisées afin de glisser. Mais vous êtes élu d'Ndjili, vous êtes de Kinshasa, expliquez la vérité à ceux qui vous suivent. Lorsqu'on parle de la nécessité d'un accord politique, cela veut dire qu'on parle du partage du pouvoir. Non, madame. Un accord politique. Nous disons... C'est un glissement. Non, madame. Lorsqu'on dit un accord politique, nécessité d'un accord politique, d'abord, ça veut dire quoi? Pour nous, le président, nous sommes face à deux positions. La majorité dit que s'il n'y a pas d'élection, se fondant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, s'il n'y a pas d'élection, donc en vertu du principe de la continuité de l'État, le président Kabila reste en place. Nous disons, s'il n'y a pas d'élection, le mandat du président Kabila prend fin de jure, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas
il n'a pas été organisé des élections, il n'y a pas de raison pour que lui reste, parce qu'il ne pouvait rester que pour attendre l'arrivée de son successeur. À partir de là, nous avons deux positions antinomiques et divergentes. Nous maintiendrons notre position, eux, ils maintiendront leur position, et c'est à partir de ce moment-là que nous allons nous battre, si je dis, mais dans l'intérêt du Congo, nous verrons ce qui pourrait être fait, parce que pour nous, nous pensons que la Constitution est claire, le mandat du président de la République ayant pris fin, c'est au président du Sénat de prendre la relève. Mais c'est vrai qu'il y a un autre débat qui se profile, à savoir le président du Sénat et le Sénat prenant le règne, comment devait-il prendre le règne de cette transition alors même qu'ils sont illégitimes. Illégitimes. Donc le débat, c'est dans ce sens-là. Mais nous n'avons pas à venir maintenant, après la transition ici, nous partager le gâteau. Non, ce n'est pas la mission. Nous tenons, même si à l'issue de ce dialogue, on peut proposer la primature, ce n'est pas votre priorité. Nous tenons maintenant, madame, à ce que la Constitution soit préservée. Ce qui énerve la Constitution maintenant, c'est quoi? C'est l'élection présidentielle. Et nous tenons à dire, le principe de l'alternance doit être réaffirmé. Deuxièmement, le président Kabila ne sera pas candidat. C'est un dernier mandat. Et à partir de là, la Constitution devrait être respectée. Voilà. C'est à la demande du facilitateur que les ambassadeurs représentants des missions diplomatiques et membres du groupe de soutien à la facilitation ont échangé le lundi avec Edem Kodjo. Le facilitateur du dialogue fragilisé par les contestations d'une partie de l'opposition a présenté la situation aux diplomates qui ont apporté leur soutien. Compte rendu de Nathalie Sekabouo Rodissou et Ephraim Makoubaluyeye. À la veille de l'ouverture de travaux du comité préparatoire du dialogue, les ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en RDC et membres du comité international de soutien ont rencontré le facilitateur Edem Kodjo sur demande de ce dernier. Le diplomate togolais a présenté à ses hôtes la situation telle qu'elle se présente. Les diplomates de l'Union européenne ont apporté leur soutien à Edem Kodjo, comme nous explique Mamadou Diallo. Les ambassadeurs ici réunis ont salué d'abord le geste et l'attention du facilitateur, le ministre Edem Kodjo, de l'appel qu'il a fait et de ce dialogue ouvert qu'il a créé entre lui et la communauté diplomatique au Congo pour pouvoir les tenir informés régulièrement de la teneur, du contenu, de l'orientation et des progrès de son travail de facilitation. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont invité le gouvernement congolais à pousser loin son geste d'apaisement en libérant d'autres prisonniers. Ont réaffirmé leur désir de pouvoir s'investir individuellement et collectivement à travers les contacts qu'ils ou elles ont avec les acteurs politiques congolais pour pouvoir continuer de passer ce message à l'unité, à l'inclusion et à la participation effective de l'ensemble des acteurs congolais au dialogue politique afin qu'ils créent les conditions idoines afin que le pays aille tranquillement vers des élections apaisées, transparentes, inclusives qui permettront à tous les Congolais, toutes les Congolaises d'exercer leurs droits citoyens et de pouvoir influer sur le résultat des élections. Pour rappel, en début août, la délégation de l'Union européenne avait exhorté le gouvernement et toutes les parties concernées à créer les conditions nécessaires pour le démarrage effectif et rapide du dialogue censé baliser la voie aux élections apaisées. Léon Kengo Ouadondo et l'opposition républicaine ont rejoint le travail du comité préparatoire ce vendredi 26 août à l'hôtel Béatrice. Deux autres présences remarquables, c'est la présence de Justin Bitakwira et Steve Mbikaï. Suivez donc ce compte rendu de Nathalie Sekabouro. Au 4e jour de travaux du comité préparatoire au dialogue, l'opposition républicaine a rejoint ce vendredi 26 août ses assises. L'autorité morale de cette plateforme, Léon Kengo Ouadondo, a fait le déplacement lui-même de l'hôtel Béatrice pour accompagner ses délégués, confirmant ainsi le communiqué parvenu plus tôt. Conformément à l'ordonnance du chef de et à la résolution 22/16 des Nations Unies et
La déclaration du secrétaire général du 23 2016. Justin Bitakwira et Steve Mbikai, membres de l'opposition pro-dialogue, ont aussi brillé par leur présence à ce travaux. Pour rappel, le facilitateur Edem Kodjo, dans son mot d'ouverture, a souligné que les portes de travaux sont ouvertes pour accueillir le frère encore absent. À ce jour, le nombre de délégués de l'opposition a dépassé 30 représentants, alors que la majorité n'a que 17 personnes et la société civile avec ses 10 membres inchangés. La nouvelle société civile congolaise est insatisfaite de la mesure sélective qui a abouti à la libération de certains prisonniers politiques dont pour la plupart d'entre eux ont reçu une liberté provisoire et pourront être repris n'importe quand. Sur cette liste du ministre de la Justice, seuls 4 prisonniers ont été réellement libérés. Propos de Jacques-Hilaire Kachalaïri-Veila. Le caractère provisoire de ces mesures qui ne rassure personne, car à tout moment, ces compatriotes peuvent être repris par la justice. Si la liste de 24 personnes rendues publiques par le ministère de la Justice c'est 19 août 2016, seuls 4 compatriotes sont concernés par les mesures de libération provisoire, à savoir Fred Baouma de Lucha, Yves Makwambala de Filimbi, Christopher Ngoy de la société civile de la RDC et Jean-Marie Kaloji du mouvement 4e Voie. Les 20 autres compatriotes semblent avoir été déjà libérés depuis plusieurs jours avant. Cas de Narcisse Kombi, Pascal Biamanine de la Lucha à titre illustratif, libéré à Goma depuis le 10 mars 2016 avec 7 autres compatriotes de leur groupe. La situation de certains prisonniers politiques dont les poursuites semblent être déguisées en délit de droit commun, cas de Bâtonnier Mouyambo et M. Diomi Ndongala et bien d'autres, les tracasseries judiciaires contre certains acteurs politiques, cas de M. Moïse Katumbi et activistes des mouvements citoyens collectifs Filimbi, cas de Floribert Anzoulini et Ben Kabamba, etc., poussés en exil forcé contre leur gré. Sur les 7 chaînes de médias fermées arbitrairement, des sont autorisés à fonctionner, ce qui est insuffisant. Voilà, Jolino Makelele, votre réaction par rapport à la libération des prisonniers politiques? Oui, nous sommes surpris d'ailleurs désagréablement parce que l'UNC a proposé une liste qui est beaucoup plus exhaustive que celle dont on nous a parlé. Mais je dois rappeler ici à l'attention des téléspectateurs et par devoir d'honnêteté que le ministre de la Justice a pris ces mesures en fonction d'une liste qu'une partie de l'opposition lui avait remise aux représentants des droits de l'homme, qui eux-mêmes l'avaient remise au ministre de la Justice. De sorte qu'il s'est passé un certain temps entre ces remises successives et leur atterrissage dans le bureau du ministre de la Justice. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y avait des militants ou des prisonniers qui avaient déjà été élargis, qui étaient déjà à l'extérieur. Mais ça traduit également le dysfonctionnement des services du ministère de la Justice. On ne peut pas comprendre que le ministre de la Justice n'ait pas remarqué que les gens qui sont là étaient déjà dehors. Sur le 24, notamment, il n'y a que 4 qui étaient encore concernés. Et nous avons dit que ces mesures étaient insuffisantes. Il fallait continuer et rouvrir les médias proches de l'opposition, les autres, et surtout étendre les mesures de libération des prisonniers à ceux qui en ont encore besoin. Et nous avons fait à ce sujet une liste la plus exhaustive possible, comprenant le Diomi, les Mouyambo, l'arrêt des poursuites judiciaires à l'égard des Katumbi et consorts, et pour ne parler que de ceux qui sont très connus. Et donc,
nous pensons que finalement, dans un souci d'apaisement, l'UNC pense et continue de penser que dans le dialogue, à partir du dialogue, nous pourrons obtenir encore du facilitateur d'aller plus loin, ce qu'il a commencé à faire avec la libération, l'obtention de la libération des jeunes de Lucha et de Filimbi. Voilà, la situation sécuritaire à Béni reste préoccupante. Les ADF ont encore tué 2 paisibles citoyens à Soupakalao, à quelques mètres de Béni. La MONUSCO et les FARDC ont renforcé des patrouilles pour protéger la population locale. Et en rapport avec le dialogue, la MONUSCO a salué le lancement de travaux du comité préparatoire, mais souhaite que ce dialogue soit réellement inclusif. Reportage sur les images de Ephraim Makoubalouye et Simon. Au cours de ce point de presse hebdomadaire, la MONUSCO a salué le lancement de travaux du comité préparatoire et félicite le facilitateur pour les efforts fournis, mais le souhait de la mission est que ce dialogue soit inclusif. Concernant la partie sécuritaire, le lieutenant-colonel Karim Ouili, porte-parole militaire ad intérim, a révélé le meurtre de 2 autres civils dans la localité de Soupakalao, à l'est de Bénin. Ce énième tuerie a poussé la presse présente au point de presse de la MONUSCO de questionner la mission sur le rôle de la brigade d'intervention qui avait reçu mandat de neutraliser les forces négatives conformément à la résolution 2098. Oui, la brigade d'intervention a été créée pour mener des opérations offensives avec ou sans les FARDC. Mais vous savez très bien que la réalité du terrain nous commande une coopération rigoureuse, une coopération entretenue, où les informations sont partagées, mais aussi où les actions sont menées de manière conjointe ou en tout cas en soutien. Nous poursuivons ces efforts-là. Peut-être que c'est insuffisant et aujourd'hui, compte tenu de la dernière tuerie qui a été enregistrée à Béni, de nouveaux mécanismes sont mis en œuvre pour avoir une approche beaucoup plus holistique qui permet d'intégrer aussi bien les populations que la société civile, car la sécurité est l'affaire de tous. Seule la brigade d'intervention n'a jamais été une panacée, on vous l'a dit de tout temps. Concernant la présence du chef rebelle sud-soudanais en RDC, la MONUSCO affirme ne pas être au courant d'une présence d'un chef rebelle et ses hommes de troupes en RDC. Savoir que Riek Machar serait encore ici en République démocratique. Personnellement, je ne suis pas au courant d'hommes armés qui seraient venus avec Riek Machar et qui seraient en territoire congolais. Mais je suis persuadé que les autorités congolaises, si toutefois cette information s'est révélée exacte, les autorités congolaises auront pris toutes les mesures idoines pour sécuriser les populations congolaises et assurer l'intégrité des frontières de ce pays-là. Après Ebola, la fièvre jaune et le choléra refont surface. Quelles sont les raisons de cette recrudescence d'épidémie en RDC? Florence Marshall, du groupe de communicateurs des Nations Unies, évoque la mauvaise qualité des infrastructures de base. C'est lié au fait que les structures de développement ne sont pas toutes fonctionnelles, ne sont pas toutes en place et fonctionnelles dans les différentes zones de santé. Ensuite, il y a des, à Kaligny par exemple, on sait que s'il y a des problèmes avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement, c'est parce qu'il y a des problèmes pour justement faire tourner les turbines pour l'alimentation en eau potable. Donc les raisons sont liées bien souvent à la qualité des infrastructures de base. 28 arrestations à Kinshasa et